Bonjour. Aujourd'hui, pour le cours, on va voir en fait le contenu de deux cours. On va voir le contenu du cours d'aujourd'hui, le cours 16, mais aussi on couvre en même temps le cours 17 qui était prévu lundi. Donc, vous allez avoir jusqu'à mercredi de la semaine prochaine pour compléter ici les exercices qui vont être à faire, puis visionner tout le matériel. Mais je vous avertis, attendez pas non plus juste avant mercredi parce que c'est l'équivalent de deux cours. C'est un gros morceau que vous allez avoir aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que pour mercredi de la semaine prochaine, vous avez le laboratoire 3 que vous devez me remettre. Donc, on commence aujourd'hui par présenter différents types de forces. Pour commencer, je vais vous parler de la force gravitationnelle. Le symbole, c'est Fg. La force gravitationnelle, si on est proche de la surface de la Terre, il y a une formule un peu simplifiée qu'on peut utiliser. On appelle aussi la formule du poids. Donc, le poids, il faut savoir que c'est une force en newton. Okay? Toutes les forces, leurs unités sont des newtons et le poids, c'est la force gravitationnelle que la planète fait sur nous. Dans la vie courante, des fois, on va confondre le poids avec la masse. On va dire, par exemple, quelqu'un a un poids d'une certaine valeur en kilogrammes. Mais il faut savoir qu'en physique, c'est faux. C'est la masse qui est en kilogrammes ou en livres, alors que le poids, lui, est en newton. Donc, pour calculer la force gravitationnelle ou le poids, si on est proche de la surface de la Terre, donc on peut avoir une certaine hauteur, là, mais on n'est pas très très haut dans les airs, là, on n'est pas un satellite par exemple, mais comme dès qu'on est à quelques mètres de la surface de la Terre, ça va s'appliquer. Donc ici, on prend la masse, puis on la multiplie par G. G, ça représente la constante de l'accélération gravitationnelle terrestre, OK? Donc, c'est le 9,8, mais ici, remarquez qu'on ne met pas le négatif parce qu'on calcule la grandeur de la force gravitationnelle. La grandeur d'une force, ça devrait être positif. Donc, on prend la masse ici, comme j'ai dit, en kilogrammes, puis on multiplie celle-ci par la valeur 9,8. Donc, ça va nous donner le poids en newton. Remarquez que sur notre planète, on pourrait aussi donner un équivalent ici de l'accélération gravitationnelle sur cette planète-là. On pourrait être sur Mars ou sur Jupiter, puis on aurait des valeurs qui varient de G. Sur la Terre, c'est 9,8, mais sur d'autres planètes, ce serait une autre valeur. Par contre, il existe une équation plus générale pour calculer la force gravitationnelle, parce qu'on n'est pas toujours disons, près d'une planète. La formule de l'attraction gravitationnelle, équation générale, a été élaborée par Newton. Ici, ça représente la force d'attraction entre deux objets qui ont une certaine masse. Il faut savoir que tous les objets qui ont une masse s'attirent entre eux. C'est une paire d'action-réaction, une paire de forces qui obéit à la troisième loi Newton. Ici, sur l'image, on voit la Lune, par exemple, et la Terre, ils s'attirent tout autant l'une que l'autre. Donc, ici, avec une force de sens inverse. Fait que pour calculer la force gravitationnelle dans un contexte où on connaît la masse des deux objets en interaction, on peut le faire. Donc ici, le calcul va nécessiter la constante de gravitation universelle G majuscule ici. Vous voyez sa valeur en jaune. Vous l'avez aussi dans votre livre. Et puis, si vous avez besoin de ça, bien sûr, dans le prochain test, là, je vais fournir ça. Je ne m'attends pas à ce que vous mémorisiez de constante. OK? Donc, c'est 6,67 fois 10 à la moins 11. On multiplie cette valeur-là par le produit des deux masses qui interagissent. Mais encore une fois, très important, les deux masses doivent être en kilogrammes. Donc, vous voyez ici dans la constante, il y a des kilogrammes. Donc ça doit être des kilogrammes chacune. Ensuite, on va diviser ça par R au carré. Qu'est-ce que c'est que R? C'est la distance entre les centres de masse des deux objets. Fait que si un objet est gros, là, disons, on suppose qu'il y a une masse homogène, bien, ce serait la distance ici entre le centre de la Lune et le centre de la Terre. Cette distance-là, elle va être, dans le cas de planète, elle va être très grande. Fait que souvent, on va la donner en kilomètres. Mais si c'est donné en kilomètres, il faut absolument la mettre en mètres. OK? Donc, très important parce que, encore une fois, vous voyez dans la constante, on travaille avec des mètres. Donc, ça doit être des unités qui sont compatibles avec la constante qu'on utilise. Un coup que c'est fait, on fait notre calcul. N'oubliez pas que c'est au carré. Puis, ça va nous donner, encore une fois, la force gravitationnelle, donc en newton. Fait que si on calculait ici, on fait la constante gravitationnelle fois la masse de la Terre, donc en kilogrammes, fois la masse de la Lune en kilogrammes, divisé par la distance entre le centre de la Terre et le centre de la Lune en mètres au carré, on obtiendrait la force
avec laquelle la Lune est attirée à la Terre, mais aussi la même grandeur de force qui attire la Terre vers la Lune. Un autre type de force dont on va parler aujourd'hui, c'est la force normale. Le mot normal en mathématiques, ça ne veut pas dire comme normal dans le sens qui est standard, là, c'est pas ça que ça veut dire. Le mot normal en mathématiques, ça veut dire perpendiculaire. OK? Fait que c'est une force qui est en général perpendiculaire à quelque chose, on va le voir. Donc, qu'est-ce que c'est que la force normale? C'est la force de résistance exercée sur un objet par une surface solide en contact avec lui. Par exemple, si on voit sur le dessin, là, la personne soutient un sac de nourriture à chien, puis dans le fond, tant que la nourriture est dans ses mains, ben, la force gravitationnelle terrestre attire la nourriture vers le centre de la Terre, mais c'est les mains ici qui résistent pour pas que ça tombe. Mais quand on pose le sac de nourriture sur la table, ben, il y a encore une fois une force qui va s'exercer pour soutenir le sac de nourriture pour pas qu'il tombe. Mais cette fois-ci, ça va être la force normale. Donc la force normale, c'est simplement la résistance de la table. Vu que la table est solide, ben, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va soutenir le sac de nourriture pour pas qu'il tombe en chute libre. Puis, si la table n'était pas assez solide, elle ne pourrait pas fournir cette force-là. Donc, quand on dit force normale, c'est que c'est une force, on va prendre le symbole Fn, qui est tout le temps perpendiculaire à la surface d'appui. OK? Comme ici, la surface de contact est horizontale, c'est la surface de la table. Notre force normale, on sait qu'elle doit être verticale. Puis quand on n'est pas sûr si c'est vers le haut ou vers le bas, dans un contexte comme ça, il faut penser que la force normale vient équilibrer ici la force gravitationnelle, ce qui fait que l'objet ne va pas tomber. Donc, il va pouvoir rester immobile. OK, donc ça, c'est un autre exemple. Maintenant, on va aller parler des forces de frottement. Les forces de frottement, on va en voir deux types. Mais le frottement, il faut savoir que ça, c'est une force qui, contrairement à la normale, elle est parallèle aux surfaces de contact. Donc, dans le fond, ce que c'est que le frottement, c'est une force qui s'oppose au glissement de deux surfaces. Le premier type de frottement qu'on va voir, c'est la force de frottement statique. Statique, ce que ça veut dire, c'est que c'est immobile. Si, par exemple, je place un bloc sur une surface penchée, mais que ça ne glisse pas, alors, qu'est-ce qui fait que mon bloc va tenir en place? C'est qu'il y a certainement un frottement entre la surface là, du dessous du bloc puis la table. Ici, on a fait un diagramme du corps libre sur le bloc. Un diagramme de corps libre, vous allez le voir dans les lectures, c'est un diagramme sur lequel on trace des flèches représentant toutes les forces qui agissent sur un objet. Ici, c'est un diagramme de corps libre sur le bloc. Donc, première force ici qui a été tracée, c'est la force gravitationnelle. Vous voyez, dans le fond, la force gravitationnelle est toujours vraiment verticale vers le bas, parce que le centre de la Terre est vers le bas. C'est pas parce que l'objet est penché que la force gravitationnelle va suivre. Non, elle est toujours vers le bas verticale. La normale, la force normale, elle, par contre, elle demeure perpendiculaire à la surface contre laquelle l'objet y est appuyé. Donc ici, elle va tourner avec la surface. Elle va être perpendiculaire ici à la surface, mais de sens un peu contraire à la force gravitationnelle pour venir soutenir une portion du poids. C'est ici, si on se met à décortiquer au niveau vectoriel les forces, on va tracer un système d'axes ici, X, Y. Pour faire des analyses d'objets sur des plans inclinés en général, il est plus simple de travailler avec un système d'axes qui est incliné selon la pente. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que la force gravitationnelle, dans ce contexte-là, elle possède une composante parallèle ici à l'axe des X. Donc ça, c'est la force gravitationnelle en X. Puis, elle a une composante parallèle à l'axe Y, force gravitationnelle en Y. Bien, voyez-vous ici, la normale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle équilibre la partie Y de la force gravitationnelle. OK, elles sont de sens opposé, puis la normale va s'ajuster pour être d'une grandeur égale et offrir une résistance pour pas que l'objet tombe. Par contre, ça prend quelque chose pour équilibrer l'objet selon la direction X. Donc, c'est la force de frottement ici qui vient tirer en sens contraire. La force gravitationnelle ici, la portion en X tire vers le bas de la pente de l'inclinaison, mais la force de frottement statique ici vient résister puis équilibrer la force gravitationnelle en X.
OK, donc on retient, ça c'est une force de frottement statique. Maintenant, si on augmente encore un peu l'inclinaison de la pente, on va arriver à une situation limite qu'on appelle ici une situation où on aurait la force de frottement statique maximale, c'est-à-dire le bloc est encore immobile, mais il est vraiment sur le point de glisser. Si on bouge ici d'un dixième de degré, encore qu'on monte l'inclinaison, ça va se mettre à glisser. Donc la situation entre le cas où ça glisse et ça ne glisse pas, c'est lorsqu'il y a la force de frottement statique maximale. À un moment donné, notre surface ne sera plus suffisamment rugueuse pour empêcher le glissement de l'objet. Fait que quand on dépasse cette limite-là, on arrive dans une situation où il y a force de frottement cinétique. La force de frottement cinétique, c'est la résistance que la surface fait à mesure que le bloc glisse. Donc, c'est présent même si le bloc il glisse. Il y a quand même une certaine résistance. Ça fait qu'il va glisser un peu moins rapidement que si c'était une surface complètement lisse sans frottement. Le symbole pour la force de frottement cinétique, c'est FK. Dernière chose qu'on veut mentionner sur le frottement, c'est que qu'est-ce qui nous permet de nous déplacer dans la vie de tous les jours, c'est le frottement. Pensez quand c'est très verglacé dehors, qu'il n'y a pas assez de frottement, on glisse partout, les voitures avancent pas bien, tout dérape. OK? Donc, ça, c'est parce que quand il y a du verglas, ben, nos pieds glissent par terre. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut avancer, c'est qu'il y a un frottement plutôt statique entre le sol puis les souliers ou entre le sol puis les roues d'un véhicule qui fait que la personne ou le véhicule peut se propulser vers l'avant parce que le pied ne glisse pas. Donc ici, frottement statique qui permet à la personne ou le véhicule d'avancer. Donc, c'est pas parce que ça bouge que c'est cinétique, OK? Donc, je veux que vous remarquiez ça. Même dans un cas comme ça bouge, mais c'est statique. Maintenant, ici, j'ai une page qui résume les 3 lois de Newton. En fait, on a déjà parlé assez en détail de la première loi et de la troisième loi. Ce qu'on introduit aujourd'hui, c'est la deuxième loi de Newton. C'est celle qui va être un peu plus utile dans des calculs. Donc, ce que dit la deuxième loi de Newton, c'est que si on calcule la force totale qui agit sur un objet, ça va être égal à la masse de l'objet en kilogrammes fois son accélération en mètres par seconde carré. Donc, comme je vous disais quand on parlait de cinématique, lorsqu'il y a une accélération, c'est qu'il y a une force qui agit dans la même direction. Mais si la force, quand on additionne toutes les forces, il y a une résultante de 0, ben à ce moment-là, il n'y a pas d'accélération. Donc, on va voir ça dans différents exemples. Maintenant, on va commencer par un premier exemple. Donc, on dit ici qu'on a une valise de 25 kg. On demande quelle est la force gravitationnelle qui agit sur cette valise. Lorsqu'on ne vous spécifie pas si la valise est proche de la surface de la Terre, on peut présumer que oui. Là. Donc, on n'est pas sur la Lune à moins d'indications contraires. Donc ici, on a vu que la force gravitationnelle à ce moment-là se calcule simplement par la formule que vous voyez ici. On prend la masse en kilogrammes, puis on multiplie par la valeur positive 9,8. Ça va nous donner une force en newton. Donc, la force gravitationnelle sur la valise, c'est 245 newtons. Maintenant, on dit quelle serait la force gravitationnelle agissant sur la valise si elle se trouvait à la surface de la Lune. La Lune a une masse de 7,36 fois 10 à la 22 kg et un rayon de 1,74 fois 10 à la 6 mètres. Donc là, on va devoir faire appel à la version générale de la force de gravitation universelle. Donc, on fait le calcul ici en multipliant par la constante, d'abord la constante de gravitation universelle, 6,67 fois 10 à la moins 11. Ensuite, on va multiplier les deux masses en interaction. Donc, il faut que ce soit en kilogrammes aussi. Fait que qu'est-ce qui interagit ici? C'est la valise et la Lune. Donc, premièrement, ici, j'ai mis la masse de la valise et ensuite multiplié aussi par la masse de la Lune en kilogrammes. Je dois ensuite diviser par la distance qui sépare les deux objets au carré et en mètres. La distance ici, c'est comme l'objet, la Lune, on considère que sa masse agit en son centre. Donc, si on considère ça, la distance entre le centre de la Lune et l'autre objet qui est la valise, c'est le rayon de la Lune. Et il est déjà donné en mètres, donc on a les bonnes unités. Fait qu'on peut mettre ça ici. On fait notre calcul. Moi, je commence habituellement par calculer le dénominateur parce qu'il est au carré.
Puis ensuite, je vais faire le bouton 1 sur la valeur. Puis ensuite, je vais multiplier par toutes les choses qui sont sur le dessus. En tout cas, moi, je vous suggère de faire un test, essayez de voir si vous arrivez à la bonne réponse. On obtient ici que sur la Lune, le poids de la valise est beaucoup moins grand. C'est 40,5 newtons. Comparativement à la Terre, c'était 245 newtons. Donc, les objets ont un poids plus faible sur la Lune parce que la Lune est moins massive. Maintenant, on dit de retour sur la planète Terre, la valise est immobile sur le plancher. Quelle est la force normale totale exercée par le plancher sur la valise? Donc ici, si on trace un diagramme de corps libre sur la valise, on a le poids qui s'exerce vers le centre de la Terre, la force gravitationnelle. Puis l'ensemble des 4 roues ici est en contact avec la surface du sol. Fait qu'ensemble, ces quatre endroits-là, ici, il va y avoir une force normale là, qui est créée par le sol qui empêche la valise de traverser le sol. Okay? Donc, la force normale ici qui s'exerce vers le haut. On sait que puisque la valise est immobile, quand on pose une valise au sol, elle ne bouge pas, les forces sont donc à l'équilibre. Ça veut dire que, d'après ce qu'on a vu dans les cours précédents, ces deux forces-là doivent s'annuler. Et comme elles sont de sens opposé, on n'a qu'à avoir la même grandeur pour les deux forces pour qu'elles s'annulent. Donc ici, sur la Terre, la force normale faite par le plancher serait de 245 newtons. C'est égal à la force gravitationnelle ici de la valise sur la Terre. Maintenant, on va ajouter une force qui n'est pas directement alignée. Là. On dit Ginette tire la valise en exerçant une force de 100 newtons orientée à 25 degrés au-dessus de l'horizontale. On demande quelle est la force normale totale exercée par le plancher sur la valise. Donc, on demande la même question qu'en C, mais on va voir que la normale est affectée par les autres forces. Dans le fond, la normale, c'est une force équilibrante. Donc, si Ginette ici est en train de tirer un petit peu la valise par en haut, ça veut dire que le sol n'a pas besoin de soutenir autant la valise. C'est ce qu'on va voir. OK? Donc, j'ai commencé par tracer les forces qui agissent sur la valise. OK? On a la force gravitationnelle vers le centre de la Terre. On a la force normale ici vers le haut perpendiculaire à la surface du sol. Et la force exercée par Ginette. Là, on cherche à déterminer une force qui est verticale, la force normale. Donc, on va aller faire une analyse de ce qui se passe selon l'axe Y. Mais en Y, on sait très bien que la valise, même si c'est en train d'avancer sur le sol, dans la direction verticale, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire la valise ne va pas se mettre à flotter dans les airs ou à passer à travers le sol, elle ne va pas monter ou descendre. Donc, il n'y a pas d'accélération selon l'axe Y. Fait que ça veut dire que les forces verticales doivent s'annuler. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on a une portion de force ici, additionnelle par rapport à la situation précédente qui agit à la verticale. C'est la composante Y de la force faite par Ginette. Donc, on va vraiment y aller par calcul ici. Ce qu'on sait, c'est que la somme de toutes les composantes de force en Y devrait donner 0 parce que, selon Y, il n'y a pas d'accélération. Alors, on va y aller pour calculer la composante Y de la force faite par Ginette, on va y aller avec la formule qu'on connaît pour calculer les composantes. C'est-à-dire, on prend la grandeur de la force, puis on multiplie par le sinus, lorsqu'on veut la composante Y, de son orientation. Ici, le 25 degrés, c'est la bonne orientation parce que c'est un angle qui est sens antihoraire à partir de l'axe des X. Maintenant, pour la force gravitationnelle, c'est la deuxième. J'ai une force gravitationnelle qui a une grandeur de 245, puis celle-là, ça va être avec un sinus de 270 degrés. Je vous montre pourquoi. Ici, si on va chercher l'orientation de la force gravitationnelle, il faut couvrir 3 cadrans. Donc, 90 plus 90 plus 90, ça fait 270 degrés. Ensuite, la normale, elle, on cherche sa grandeur. Fait qu'on laisse ici en symbole la grandeur de la force normale. Mais sa composante en Y, c'est ce qu'on veut mettre ici, il faut prendre la grandeur de la force puis la multiplier par le signe de la composante. Le signe de l'orientation, excusez. Donc ici, pour la normale, qui est par en haut, c'est 90 degrés. Là, remarquez qu'il y en a peut-être qui sont des petits vites, là, puis qui comprennent tout de suite que ça fait moins 1, le signe de 270 degrés. Puis le signe de 90 degrés, ça fait plus 1.
puis qu'on aurait pu déterminer ça à l'œil, parce que les forces normales et la force gravitationnelle, en fait, elles sont orientées directement verticales. Donc, on peut voir visuellement que la force normale, c'est positif, sa composante, alors que la force gravitationnelle, c'est complètement négatif. Fait qu'on aurait pu sauter l'étape des sinus pour les deux dernières forces ici. Donc, si on fait le calcul ici, on va avoir 100 sin de 25, ça fait 42,3. Mais comme j'ai dit, on va soustraire le poids parce que c'est une composante négative, puis ça vient du moins 1 ici du sin de 270. Mais si vous le voyez tout de suite que c'est moins 245, vous pouvez tout de suite directement l'écrire. Puis ensuite, que c'est positif pour la normale, donc ici sin de 90 qui fait plus 1, donc plus F normale. Fait qu'on va isoler la grandeur de la force normale. Puis, on va obtenir ici, on s'attend à voir plus petit que 245 parce que Ginette fait déjà un soutien là, pour compenser le poids en tirant par en haut. Donc, effectivement, ici, c'est plus petit que 245. On a une force normale maintenant de 203 newtons. Donc, le plancher, lui, va juste offrir la résistance qui est nécessaire pour que l'objet ne passe pas à travers lui. Il ne va pas forcer plus que c'est nécessaire. Dernière question maintenant, c'est quelle est l'accélération de la valise? Donc là, on a vu la deuxième loi de Newton. En fait, c'est ce qu'on vient d'appliquer. Hein. La deuxième loi de Newton, c'est que la force totale ici est égale à la masse fois l'accélération. Mais là, on travaillait selon la direction Y, donc il n'y avait pas d'accélération à Y ici. Mais selon l'axe des X, la valise ici est libre d'accélérer. Okay? Donc là, lorsqu'on prend l'équation de la deuxième loi de Newton, la force totale égale à la masse fois l'accélération, puis qu'on l'applique en X, cette fois, c'est pas égal à 0. Donc, on a la force appliquée par Ginette en X, on veut additionner toutes les composantes X, là, plus la force gravitationnelle en X, plus la force normale en X. Mais là, encore une fois, vous pourriez voir tout de suite que la force gravitationnelle et la force normale n'ont aucune action en X parce qu'elles ne sont pas du tout à l'horizontale. Donc, elles vont être de composante 0 ici. On pourrait aussi y aller au long, comme tantôt, faire 245 cosinus de 270 degrés. Mais ça va donner 0 parce que la force gravitationnelle n'est pas du tout en X. Même chose pour la normale. Donc, il nous reste seulement que la force faite par Ginette, sa composante en X, va être égale à la masse de la valise. Donc, la masse, c'est la masse de l'objet dont on fait l'analyse fois la composante d'accélération dans la direction X. Donc, on trouve que la composante d'accélération en X, c'est 3,63 mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est la composante. Si on veut donner la grandeur de l'accélération, ben c'est la même valeur parce que la composante était positive de toute façon. Alors, 3,63 mètres par seconde carré. Maintenant, un deuxième exemple. On a Zara ici qui a, elle, une masse de 60 kg, puis son chariot d'épicerie qui a une masse de 30 kg. On demande quelle force Zara doit-elle exercer sur son chariot pour lui procurer une accélération de 0,5 mètres par seconde carré. On néglige le frottement sur le chariot, donc le frottement au niveau des roues. C'est un peu ce qu'on a fait avec la valise tantôt. Si des roues roulent bien, c'est comme s'il n'y a pas de frottement qui offre une résistance au chariot. OK. Donc, pour le chariot, les forces qui agissent, là, le diagramme de corps libre, ce serait la force gravitationnelle exercée par la Terre, une normale ici, donc qui soutient le chariot par rapport au sol, puis la force faite par Zara. Donc, Zara pousse son chariot vers l'avant. Là, je vais ajouter ici la direction de l'accélération. On nous a dit que ça accélère de 0,5 mètres par seconde carré. On présume que c'est vers l'avant du chariot. Donc, ça, c'est le sens de l'accélération, mais comme tel, je l'ai mis en bleu parce que ce n'est pas une des forces, OK? Ce n'est pas une force. Donc, la deuxième loi de Newton nous dit que la force totale donne la masse fois l'accélération. Ici, on va travailler en X, OK? Donc, en X, parce qu'on veut trouver quelle force Zara fait et elle, sa force est exercée à l'horizontale. Mais Zara, c'est la seule force horizontale
parmi les trois forces. OK? Donc, je n'ai même pas mentionné ici, mais on a 0 pour les composantes horizontales des deux autres forces. Donc, la force faite par Zara va être égale à la masse fois l'accélération en X. La masse, c'est la masse de l'objet qu'on analyse, donc la masse du chariot. À remarquer ici que ça, c'est la composante de force faite par Zara. Donc, ici, on peut dire que c'est la grandeur fois le cosinus de son orientation, mais l'orientation de la force faite par Zara, c'est 0 degré, c'est vers la droite. Ensuite, ça va être égal à la masse en kilogrammes fois la composante X de l'accélération. L'accélération est de 0,5 mètres par seconde carré. Puis, cosinus de son orientation, ça pointe aussi vers la droite, donc encore 0 degré. Le cos de 0, ça fait 1. Donc, on obtient ici que Zara pousse le chariot avec une force de 15 newtons pour lui donner cette accélération-là. Prochaine question, c'est Zara, elle aussi, elle a une accélération de 0,5 mètres par seconde carré. Elle avance avec son chariot. Quelle est la grandeur de la force que le chariot exerce sur les mains de Zara? Ça, c'est une question sans calcul. Ça repose sur un concept, celui de la troisième loi Newton. On a vu que lorsqu'il y a une interaction entre deux objets, la force faite par un objet sur l'autre est de grandeur égale, mais de sens contraire à la force faite par le deuxième objet sur le premier. Donc, si Zara pousse son chariot vers la droite, c'est qu'il y a une espèce de poussée du chariot dans les mains de Zara vers la gauche. Et la grandeur des deux forces ici, si on se fie à la troisième loi Newton, c'est la même. Donc, ça ne dépend pas ici de l'accélération de Zara. Ensuite, on demande quelle est la grandeur de force de frottement sur les pieds de Zara. Donc là, on fait un diagramme de corps libre sur elle. Donc, on a la force gravitationnelle vers le bas, la force normale vers le haut. Là, on sait qu'on vient de déterminer que le chariot, dans le fond, ça comprime un peu la paume de la main de Zara. Donc, ça offre une résistance vers l'arrière. Puis, là, il manque quelque chose. Okay? Si Zara est en train d'avancer, on a dit qu'elle accélère, c'est nécessairement, elle est en train de marcher, donc sans déraper. Donc, elle a un frottement statique sous ses pieds qui agit vers l'avant. C'est ce qui lui permet d'accélérer dans cette direction-là. Donc, ça, c'est la force qu'on cherche. C'est une force à l'horizontale, donc on va se retourner vers la deuxième loi de Newton dans la direction des X. Okay? Donc, force de frottement ici, sa composante en X plus la force du chariot, la composante en X, ça va être égal à la masse fois l'accélération de Zara. OK, donc ici, vous voyez, je n'ai pas mis la force normale et la force gravitationnelle simplement parce qu'elles sont 0 en X, elles agissent seulement en Y. Là, si je regarde l'équation complète, j'ai la force de frottement qui est inconnue. J'ai laissé sous forme de symbole sa grandeur ici, mais je sais que c'est orienté à 0 degré. Donc, je vais faire cos de 0, cos parce qu'on est en X. Ensuite, j'ajoute la composante ici de la force faite par le chariot. On a trouvé à la question précédente que son intensité, c'est de 15 newtons, mais celle-ci est orientée à 180 degrés vers les X négatifs. Puis, ça va être égal à la masse. Là, c'est la masse de Zara, donc parce qu'on cherche le frottement sous les pieds de Zara, fois la composante en X de l'accélération de Zara. Donc, 0,5 cos de 0 degré. Son accélération, c'est la même que le chariot. Donc, ici, on y va avec le calcul. On isole. Dans le fond, ça va faire ici, j'ai comme sauté une petite étape, là, mais je vais l'écrire en haut. Force de frottement. Ça, c'est fois 1. Moins 15. Parce que le cos de 180, ça fait moins 1. Ça va être égal à 60 fois 0,5 égale à 30. Cos de 0, ce qui fait 1. Donc, 30 plus 15, ça donne 45 newtons. Vous voyez donc, c'est pas tout le temps qu'on fait seulement MA pour trouver une force. Okay? Vous remarquez ici, on a fait MA à la fin, après l'égalité, la force totale égale MA.
Mais à gauche, il y avait d'autres choses. Il n'y avait pas une seule force, là. Donc, c'est pas directement... Il y a beaucoup d'élèves, disons, qui répondent ici dans des questions similaires par juste la partie à droite de l'égalité. Mais il ne faut pas oublier qu'à gauche, c'est la force totale. Puis nous, on en cherchait une des forces. Maintenant, troisième exemple. OK, alors on a un bloc de 350 grammes qui est posé sur une rampe inclinée à un angle de 35 degrés par rapport à l'horizontale et le bloc ne glisse pas. D'abord, on veut tracer le diagramme du corps libre sur le bloc. Donc, on l'a déjà fait tantôt en exemple. Là, dans un cas comme ça, la force gravitationnelle demeure verticale parce que l'objet est quand même attiré vers le centre de la Terre. Donc, comme ceci. Ensuite, la force normale, elle, doit rester perpendiculaire à notre surface, mais en soutenant partiellement le bloc. Donc, comme ceci. Puis, qu'est-ce qui fait que le bloc ne glisse pas vers le bas de la pente? Bien, c'est la force de frottement qui s'exerce en sens contraire du sens du glissement. Donc, ça, c'est pour la question A. En B, après ça, on demande de calculer la grandeur de la normale sur le bloc. Donc, j'ai juste retranscrit ici le diagramme du corps libre, mais là, avant de commencer, là, on a déjà mentionné que le poids qui va être utile ici, là, c'est la formule pour calculer le poids, ben, il faut la masse en kilogrammes. Donc, le 350 grammes, on doit d'abord le transformer en kilogrammes en divisant par 1000. Ensuite, j'ai mentionné aussi qu'il est préférable pour des fins d'analyse de placer un repère cartésien incliné lorsque l'objet est posé sur une surface inclinée. Puis là, je vais placer toutes mes forces à l'origine. Là, ça peut aider un petit peu pour voir les orientations. Okay? Donc, c'est le même diagramme de corps libre, mais vraiment tout à partir du centre d'un plan cartésien. Puis là, on voit bien que la force normale, c'est relativement facile de voir son orientation. Là, ça va être 90 degrés. Si on part de l'axe des X comme ceci jusqu'à la force normale. La force de frottement, bien, vous voyez que là, elle, c'est 2 cadrans, donc 180 degrés. Mais pour la force gravitationnelle, là, c'est un peu plus subtil. Il va falloir aller chercher son orientation, la force gravitationnelle, donc en partant de l'axe des X sans sens horaire jusqu'au vecteur. C'est presque un tour complet, mais il va falloir enlever l'angle ici là, d'un tour complet de 360 degrés. Comment on va aller déterminer cet angle-là? C'est en considérant là, le sol ici ou une ligne horizontale. Je trace une ligne horizontale au bout de mon axe des X, puis ça, je vais imaginer ici un triangle rectangle formé par la direction du poids, l'horizontale et la surface du plan incliné. On sait que l'angle entre le sol, donc finalement entre l'horizontale et le plan incliné, c'est 35 degrés. Mais on sait aussi que la force gravitationnelle, elle est verticale, puis on a donc un angle de 90 degrés entre ça et l'horizontale. Sachant que la somme des angles intérieurs d'un triangle donne 180 degrés, on peut alors déterminer qu'on a 55 degrés au sommet du triangle. Donc, l'orientation de la force gravitationnelle, ça va être 360 degrés moins 55 degrés, ce qui fait 305 degrés. Donc, on va avoir besoin de ça dans le calcul. Puis, c'est un calcul que vous devez vous habituer à faire parce que ça va être un peu à faire à chaque fois qu'on a un plan incliné, là. OK. Donc, si on cherche la grandeur de la normale sur le bloc, on remarque que la grandeur s'exerce en Y. Donc, on va y aller avec la deuxième loi de Newton selon l'axe Y. La force totale en Y égale la masse fois l'accélération dans la direction Y. Maintenant, il n'y a pas d'accélération dans la direction Y. L'objet est immobile. En fait, il n'y a aucune accélération ni en X ni en Y pour le moment. Donc, à droite de l'égalité, c'est 0. À gauche, j'ai mis la somme des composantes Y de chacune des forces. Donc, on va y aller avec le calcul maintenant. Là, j'ai commencé par calculer la force, la composante Y de la force gravitationnelle. Mais là, il fallait calculer ma force gravitationnelle parce qu'ensuite, je dois la multiplier par le signe de l'orientation. Donc, la force gravitationnelle, c'est 0,35 kg, la masse, fois 9,8. Ce qui fait un poids ici de 3,43 newtons. C'est ça qu'on va multiplier par le signe de l'orientation pour avoir la composante Y. Ensuite, on a la force normale qui est l'inconnue.
Mais ce qui n'est pas inconnu, c'est son orientation. On voit qu'elle est orientée à 90 degrés. Donc, on fait sin de 90 degrés. Puis finalement, j'ai simplement écrit 0 ici pour la force de frottement, puisqu'on voit qu'elle est strictement selon l'axe des X. Il n'y a aucune portion de cette force-là qui agit en Y. Donc, là, je peux isoler ma valeur. Le premier terme ici à gauche, ça fait moins 2,81. Ensuite, j'ai plus la force normale fois 1 égale 0. Ou encore, je peux dire en isolant que la grandeur de la force normale est de 2,81 newtons. Donc, vous voyez, hein, quand c'est penché, la force normale n'est pas égale au poids. Okay? Le poids de l'objet, c'était 3,43. La force normale, elle, est de seulement 2,81 newtons. Donc, c'est parce que la surface ici étant penchée, la résistance offerte par le plancher ou la surface va être moins grande. Maintenant, troisième question demande quelle est la grandeur de la force de frottement s'exerçant sous le bloc, encore une fois quand c'est immobile. Donc, on continue avec la même démarche, mais cette fois, on cherche une force qui est en X, donc on va appliquer la deuxième loi de Newton en X. Comme j'ai mentionné, vu que c'est immobile, il n'y a pas d'accélération en X non plus, donc à droite du égal, c'est 0. Ici, j'ai énuméré encore une fois mes trois composantes en X. Cette fois, c'est la normale qui ne sera pas en X. Vous voyez qu'elle est seulement en Y, donc elle va être de 0. Pour la force gravitationnelle, bien, on prend notre poids qu'on a déjà calculé tantôt, 3,43, mais cette fois, c'est fois cos de l'orientation, 305 degrés. Donc, comme j'ai dit, 0 pour la normale parce qu'elle n'est pas en X. Et ensuite, plus l'inconnu, la grandeur de la force de frottement fois le cosinus de son orientation, qui est de 180 degrés. Alors, on va isoler ici. Si je calcule ceci, je vais avoir 1,97 plus la grandeur de la force de frottement fois moins 1. Donc, finalement, j'isole ma force de frottement et sa grandeur est de 1,97 newton. Dernière question du dernier exemple pour aujourd'hui, c'est la question suivante. On dit on a augmenté l'inclinaison de la rampe à 40 degrés, puis là, le bloc, il va glisser. Et on connaît l'accélération, c'est 2,2 mètres par seconde carré. Quelle est alors la grandeur du frottement s'exerçant sous le bloc? Donc là, on cherche encore une fois une force qui est en X. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton en X. Mais d'abord, on va aller recalculer l'orientation de notre force gravitationnelle parce qu'elle n'est plus de 305 degrés étant donné qu'on a modifié l'orientation du plan incliné. C'est maintenant de 40 degrés. Si c'est maintenant de 40 degrés puis j'ai 90 degrés ici, ça veut dire que j'ai 50 au sommet de mon triangle en bleu. Donc, mon orientation de mon poids, ça va être de 360 degrés moins 50, 310 degrés. Alors, pour la deuxième loi de Newton en X, bien là, cette fois, l'accélération n'est pas égale à 0. On nous donne une accélération. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire comme calcul. On va additionner nos trois composantes en X, puis ça va être égal à la masse de l'objet fois son accélération en X, la composante en X. On a encore ici la normale qui n'a pas d'action en X. Donc, la composante X de la normale, c'est 0, comme tantôt. Mais la force gravitationnelle en X, on doit la recalculer puisque l'orientation de la force de gravité a changé. Donc, c'est 3,43 cos de 310. Pour le frottement, c'est comme tantôt. C'est une force inconnue. Maintenant, la grandeur du frottement, c'est ce qu'on cherche. Il va s'être adapté. Fois cos de 180 degrés, son orientation, elle, n'a pas changé. Puis, ça va être égal à la masse en kilogrammes, 0,35, fois la composante X de l'accélération. Mais l'accélération, elle est dans la direction des X. OK? Dans la direction à 0 degré. OK? Donc, ici, cos de 0, ça fait 1. Voilà, ici, on a 2,2 plus la grandeur de la force de frottement fois moins 1 égale 0,77. Je vais envoyer le 2,2 à droite, ça va le soustraire. Puis j'ai moins la force de frottement qui est égale à cette valeur de moins 1,43. Le moins s'annule. Puis on obtient que la grandeur de la force de frottement dans cette situation-là où ça glisse, c'est 1,43 newton. Donc, comme j'ai dit, c'est un gros morceau aujourd'hui. On a appris à faire des systèmes un peu plus complexes, là, comment travailler avec des forces, mais c'est
Bon, ça peut paraître beaucoup au début comme apprentissage, mais tous les exercices, là, on va répéter énormément la même démarche, donc ça va s'automatiser un peu, j'espère. Alors, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'exercices et de lectures, mais ça couvre deux cours. Vous pouvez vous séparer ça de façon organisée d'ici mercredi prochain. OK? Puis, c'est suivi des réponses. Je vais vous mentionner qu'il y a une réponse où est-ce que je donne vraiment une démarche détaillée. C'est celle-ci, le numéro 6, dans les pages 183 et 184. Fait que celle-là, je l'ai mis vraiment par étapes dans le PowerPoint. Si vous ouvrez le PowerPoint, vous allez pouvoir la visionner là, étape par étape.